c'est que le coaching, c'est pas du blabla. Quand vous voulez quelque chose que vous avez jamais eu, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc l'intérêt du coaching, c'est de faire gagner du temps. C'est le passage à l'action qui fait peur. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. Anne, bonjour. Bonjour. Alors Anne, tu es une coach expérimentée. Ça fait plus de 10 ans que tu accompagnes des dirigeants, des entrepreneurs. Et si je t'invite ici, c'est que tu fais partie des coachs qui sont un peu confidentiels, mais dont les dirigeants, les entrepreneurs se repassent le numéro quand ils ont besoin d'aide. Donc j'aimerais bien parler avec toi du coaching. Le coaching, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui est devenu assez vulgarisé. Plein de gens font appel à du coaching. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur qu'est-ce qui fait, dans quel moment, notamment à quel moment on doit faire appel à du coaching et quel est l'intérêt du coaching. Avant de démarrer, Anne, j'avais une question, est-ce qu'on peut dire ton âge ? Oui. Ouais, alors Anne, t'as 70 ans. Oh non. Je m'en souvenais plus. Et non, mais ce qui est chouette quand on parle d'intergénérationnel, c'est qu'aujourd'hui tu coaches beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes patrons et CEO de start-up. Et du coup, c'est assez formidable en termes d'intergénérationnel de voir qu'à ton âge, tu accompagnes plein de jeunes entrepreneurs dans des projets qui sont extrêmement innovants. Donc bravo, félicitations. Non, mais j'adore ça, donc merci, mais je me fais plaisir aussi. Ok. Et alors Anne, j'ai une première question pour toi. C'est quoi les moments d'une vie professionnelle où on a intérêt à faire appel à un coach ou à une coach ? Il y en a plusieurs en fait. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la transition professionnelle, c'est-à-dire nombre de personnes qui sont en poste depuis longtemps dans la même entreprise et qui rêvent de partir et de changer et d'aller ailleurs. Et ce rêve reste souvent bloqué au niveau de la cervelle, de la tête, mais a du mal à descendre dans l'action, je dirais. Donc là, l'accompagnement est efficace parce que du coup, on rend un rêve comme un projet et donc un projet possible. Donc c'est vraiment la mise en action. Donc ce sont des sessions où la personne doit revenir en montrant qu'elle a avancé, qu'elle a fait des recherches, tout ce qu'il fait pour qu'elle passe vraiment en mode j'y vais. Parce que les gens sont souvent, je dis, englués, c'est un peu ça dans leur métier. Et ils ont peur de l'avenir, bien sûr, c'est normal. Donc du coup, rebooster la confiance en soi, ne pas les mettre face à toutes ces possibilités qui donnent le vertige. Je pourrais faire ça, c'est-à-dire commencer à faire un petit entonnoir pour commencer à réduire un petit peu les choses, enfin le but, l'objectif. Donc voilà, il y a la transition professionnelle. Il y a très souvent, c'est une nouvelle prise de poste au sein d'une entreprise. Quand quelqu'un est nommé à un poste un peu plus supérieur, il y a beaucoup d'accompagnement au démarrage de la prise de poste parce que il y a des petites choses à remettre en place, à apprendre. C'est encore autre chose que ce que la personne faisait avant. Il y a de la visibilité à se donner. Je fais beaucoup, en début de prise de poste, je fais beaucoup d'accompagnement. Il y a aussi tout simplement les difficultés au travail. Donc là-dedans, je mets dans le sac les conflits. Le conflit avec son N+1, les conflits avec d'autres personnes, avec d'autres départements. C'est pas vraiment gestion de conflits, mais apprendre un petit peu, je dirais, la politique, l'art de la communication. Ne pas forcément parler de la même manière que quelques mois avant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même manière aux mêmes personnes. On fait en sorte que la personne puisse vous comprendre en parlant le même code, le même langage que la personne. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a aussi rebooster la confiance en soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est universel. Donc la confiance en soi, en général, elle est un peu haute, un peu basse, tant qu'elle est autour de la ligne, ça va, mais quand on arrive à descendre trop bas, donc rebooster la confiance en soi, c'est important parce que sans confiance, c'est très dur d'avancer. Anne, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour bien choisir son coach ? Oui, pour bien choisir son coach, déjà, il faut se renseigner. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre la première adresse qui arrive en haut du web, sur Internet, sur Google, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de gens très bien, mais aussi peut-être des personnes qui n'ont pas vraiment les bonnes valises pour le bon travail. Donc je dirais c'est se renseigner. Il y a aussi le réseau, enfin le bouche à oreille, c'est important. Quelqu'un qui a expérimenté un coach, ça s'est bien passé, donc voilà, on peut poser des questions autour de soi. C'est faire une première entrevue pour
voir si le lien se crée, si le relationnel se crée, parce que sans lien et sans relationnel, c'est impossible de coacher quelqu'un, dans les deux sens, autant Ok. le coach que le coaché. C'est-à-dire, s'il ne se passe rien, ça va être très compliqué, parce que c'est quand même un espace de parole confidentiel, où si la personne ne se sent pas libre de parler vraiment librement, on passera à côté des problématiques, certainement. Donc il faut se fier aussi un peu à son intuition, tout simplement, au feeling. Voilà, en gros, comment Ok. choisir un bon coach. Si tu devais définir, je sais pas, en 3 adjectifs pour toi, c'est quoi les 3 adjectifs qui pourraient caractériser un bon coach, justement? Le premier qui me vient à l'idée, c'est l'écoute active. Pourquoi ? Parce que quand la personne parle, si moi je loupe un seul mot, c'est fini. C'est-à-dire que ce mot peut complètement changer la phrase ou me mettre dans le flou. Donc cette écoute active, ça veut dire comprendre absolument tous les mots qui sont dits par la personne qui est en face de soi. Ok. Donc ça, c'est une qualité, ça s'apprend, ça peut être inné, mais c'est quelque chose de très important. Il faut la patience, c'est-à-dire ne pas s'imaginer que hop, on arrive, on est le sauveur du monde et que la personne va être OK dans 2 mois. Donc la patience est très importante. Accepter le temps, accepter le chemin de l'autre. La bienveillance, donc le non-jugement. Parce qu'en coaching, on entend beaucoup de choses, parfois qui sont un petit peu dures. Mais bon, on n'a pas à juger, on reçoit simplement et on va essayer de trouver la solution et comment faire pour que les choses soient plus fluides et que ça se passe mieux. Donc la bienveillance et le non-jugement, c'est vraiment capital. La dernière chose, je dirais, c'est la déontologie, donc la confidentialité. Anne, tu parlais tout à l'heure de confiance en soi et tu disais que le coaching, ça peut aider à regagner en confiance en soi. Comment est-ce que concrètement un coach peut aider une personne à regagner en confiance en soi? Waouh! Bonjour la question. Ah oui, je suis là pour poser des questions compliquées. Ouais, oui. Alors déjà, ça dépend des personnes. Mhm. Parce qu'il n'y a pas une règle pour regagner confiance en soi. Ça peut parfois passer par des petits exercices qui semblent anodins. Donc c'est petit à petit mettre en place des actions et se rendre compte que finalement ces actions, il y a des retours, des feedbacks qui sont hyper positifs. Et puis accepter les qualités, accepter nos forces. C'est-à-dire que les gens souvent ils disent oui mais ça, je sais faire ça, mais tout le monde s'en fiche, c'est pas intéressant. Et donc mettre en valeur toutes les qualités de la personne en les listant. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Et donne-moi des exemples. Et alors, les gens qui n'ont vraiment pas confiance en eux, ils n'arrivent pas à trouver. Les gens qui ont 30, 40 ans, ils sont là, j'ai jamais eu de moment d'excellence et tout, machin. Donc, j'insiste pas, et 10 minutes. Après, ils me disent, est-ce qu'on peut revenir sur la question? Parce que ça me revient. Et d'un seul coup, ils me sortent un moment d'excellence, une prise de parole en public. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un œil extérieur qui fait qu'on remet un petit peu à niveau la dépréciation de la personne que la personne a sur elle. Anne, on parlait de la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est hyper important. Comment est-ce qu'on fait en tant que coach pour aider un de ses clients à gagner ou à regagner confiance en soi? Il y a plusieurs pistes, hein. Évidemment, il n'y a pas la vérité, la grande piste. C'est vraiment en fonction des personnes. Donc, une des pistes qui fonctionne bien, ce sont la mise en place de petits exercices. Par exemple, au sein d'une entreprise, une personne qui est un petit peu effacée et qui va proposer d'aller déjeuner avec l'équipe en proposant le choix du resto. Ça paraît idiot comme ça, mais pour certaines personnes, c'est une montagne à réaliser. Et ils se rendent compte, ils reviennent en disant « Mais Anne, c'était dingue, tout le monde m'a suivi, on a été dans le resto que j'ai choisi, j'ai pas été suiveur, mais j'ai été locomotive. » Voilà, donc c'est pas que cet exercice-là, bien évidemment, mais des petites choses à mettre en place sur la prise de parole. Donc ce que tu dis en fait, c'est que le coaching, ça aide à travers des petites choses du quotidien à regagner confiance en soi et à progresser petit à petit, c'est ça? Oui, ce qui est important, ce que je vais pas rajouter, c'est que le coaching, c'est pas du blabla. C'est pas que de la parole. C'est des mises en place d'exercices qui peut, je dirais, ouvrir un petit peu nos visières. C'est-à-dire mettre en place des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui sont hors
notre imagination et se rendre compte que, ben ouais, ça marche. Et puis, super, j'ai eu des feedbacks super, mais j'ai pas l'habitude. Et donc, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est quand vous voulez quelque chose que vous avez jamais eu, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire, transformer la vie un peu en aventure. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps répéter les mêmes choses, rester dans sa petite niche, sortir de là et se rendre compte que l'interactivité avec les autres, d'un seul coup, c'est vraiment ce qu'on apporte et du coup, c'est vraiment ce qu'on reçoit. Et il y a vraiment un changement qui s'effectue très rapidement. Ok, Je ne sais pas si j'ai été très clair. c'était super clair. Merci. Avec ton expérience, j'imagine que tu as dû voir plein de situations dans la vie professionnelle. C'est Ouais. quoi pour toi les grands conseils que tu pourrais donner pour s'épanouir professionnellement? Oui, alors pour s'épanouir professionnellement, déjà avoir un objectif. Il n'est pas obligé d'être très précis cet objectif parce que ça va faire peur, Hmm. mais avoir un cap, une direction. Ensuite, j'ai envie de parler des valeurs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire être en adéquation avec ses valeurs. Mes valeurs, c'est quoi? Est-ce que dans mon travail, je veux équilibrer ma vie perso-pro, par exemple? Est-ce que je veux avoir un impact social? Est-ce que je veux partir dans la créativité? Est-ce que je veux travailler dans le secteur gros, tertiaire, industriel? Être aligné avec ses valeurs, c'est très important parce que ça rend les choses beaucoup plus simples. Ça évite de se faire des nœuds au cerveau, comme on dit. Donc ça, c'est important. J'ai envie de dire d'avoir aussi un mentor. Si on a la possibilité de se choisir quelqu'un qu'on respecte, peut-être avec plus d'expérience, je ne parle pas d'âge là, mais de l'expérience, qui vous guide, qui vous donne des conseils, déjà c'est rassurant, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Avoir une attitude positive aussi. C'est un peu les mains un peu ouvertes comme ça, c'est important. Ok. Être proactif. La proactivité et la positivité sont très importants. Ok. Donc, le réseau, je finirai par ça. Le réseau est important aussi. On en parle de plus en plus du réseau. Donc, effectivement, j'entends déjà des gens qui disent « Mais moi, j'ai pas de réseau, c'est infernal. » Mais s'ils regardent bien, ils ont déjà un petit réseau sur les réseaux sociaux de boulot qu'on connaît tous sans les nommer. Et puis, c'est peut-être le moment d'activer un petit peu, mettre des mots-clés dans ces parcours qui vont un petit peu attirer les algorithmes, ce genre de choses. Donc, pour amplifier un petit peu le réseau qu'on a autour de soi. Toi, dans ta pratique en tant que coach, quand tu accompagnes une personne, à quoi tu fais particulièrement attention dans l'accompagnement d'une personne pour la réussite du coaching et la réussite de cette personne? J'ai envie de dire, je fais attention à son écologie. Alors, je m'explique. L'écologie de la personne, c'est son environnement. C'est-à-dire, c'est autant son environnement personnel, familial, enfant, que son environnement professionnel. Parce que moi, je fais partie des gens où je ne peux pas vraiment séparer le pro du perso. Donc, bon, c'est une école, il y a d'autres écoles qui veulent vraiment séparer les deux. Moi, voilà, il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux. Ok. Donc, je fais attention à l'écologie, je fais attention à surtout ne pas heurter la personne, pas l'interrompre à un moment important pour qu'elle perde pas le fil. Je fais attention aussi à ses motivations, à son envie de faire. Si je lui donne un exercice, que la personne revient 3 semaines après, elle ne l'a pas fait, c'est pas grave, on débriefe, pourquoi? Mais si la deuxième fois elle ne l'a toujours pas fait, là, ça va attirer mon attention. Je vais me dire, il y a peut-être un problème derrière le problème. Ok. On n'est peut-être pas forcément face au vrai problème. Donc voilà, j'essaye d'aller, j'appelle ça gratter un petit peu, un petit peu derrière, ce qu'on ne voit pas vraiment, et la gestuelle, le regard, toutes ces choses-là. C'est quoi l'intérêt pour un entrepreneur de faire appel à un coach? Ah, ben moi, alors là, je vais vendre du coaching, là. Parce que moi, je suis persuadé qu'un entrepreneur qui fait appel à un coach fait avancer les choses beaucoup plus vite. C'est-à-dire le coaching, en gros. Les gens sont pas bêtes. À un moment dans notre vie, on se rend compte qu'on a fait des erreurs. Mais ça peut prendre 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc l'intérêt du coaching, c'est de faire gagner du temps. Face à des gens qui veulent bien se remettre en question, évidemment. En posant les bonnes questions, en faisant réfléchir les personnes. Et ça fonctionne. Donc du coup, c'est un gain de temps qui est beaucoup plus percutant désolé Arnaud, qu'une formation
Tu vas pas aimer du tout ce que je vais dire. Mais bon, Vas-y. quoique les formations sont très importantes aussi. Mais mettons que c'est plus ciblé, c'est plus personnalisé. Et j'ai vu des problèmes s'estomper, se régler, des gens grandir au sein de leur entreprise, mais en 6 mois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de devenir coach. Il y a un peu une mode du coaching. Alors ça date depuis quelques années déjà, où de plus en plus de gens ont envie de se former, de devenir coach. Pour toi, comment est-ce qu'on peut savoir si le métier de coach est vraiment fait pour nous? Oui, ça c'est une question importante parce qu'il y a des gens qui veulent devenir coach parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Mm. Ce qui permet de savoir si on sera bon, on va dire, Mm. dans ce métier, c'est déjà encore une fois cette faculté d'écoute. Ok. C'est-à-dire que au sein de tes copains, de tes amis, de ta famille, si tu es capable de pas de les entendre, mais de les écouter. Déjà, ça paraît bizarre à dire, mais c'est déjà important. Donc ça, c'est très important, la possibilité, cette faculté de savoir vraiment écouter. Ok. Comme je disais tout à l'heure, la confidentialité. C'est-à-dire, c'est très important de savoir si on peut être coach. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va raconter à tout le monde les problèmes de tout le monde? Ok. C'est pas un détail non plus, parce que la confidentialité, c'est primordial, c'est ce qui permet cet espace de liberté entre deux personnes. Je dirais aussi l'investissement financier. C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à faire une formation qui coûte de l'argent, qui coûte du temps on n'est pas coach en 3 jours. Ok. Donc, est-ce qu'on est prêt à tout ça? Je sais que c'est plus terre à terre, mais Ouais, bien sûr. ça fait partie de l'histoire aussi. Ok. Parce que c'est un petit sacrifice quelque part. Oui, et c'est un cheminement. Ça prend combien de temps pour toi pour devenir un bon coach? Parce que c'est un métier d'expérience, il y a besoin. Voilà. Ça prend combien de temps? Ah À là partir là. de quel moment on peut se dire qu'on est bon en Merci coaching? pour cette question, parce que je vois toutes ces écoles de coaching qui je dirais, enseignent toute la même chose, Ok. en gros. Les vraies études de coaching, elles commencent à la sortie de l'école, en fait. Je crois que c'est un peu comme les médecins. C'est-à-dire, l'école va t'enseigner les bases, tout le côté... voilà, mais le coaching s'apprend vraiment avec les clients. Moi, au début, quand je coachais des gens, quand ils pleuraient, je me mettais à pleurer avec eux, par exemple. Ok. Donc, j'étais pas prête à être coach du tout. Ok. Je sortais les Kleenex, c'était horrible. Et puis, à force de faire, parce que je m'étais mis sur un site au départ pour me faire connaître, un site où on pouvait se faire coacher pour pas grand-chose. Du coup, j'ai dû voir 300 personnes en 1 an et demi. Donc évidemment, au bout de 20 personnes, c'est fini, je pleurais plus. Ok. J'avais pris le recul nécessaire pour pas partir dans leur histoire avec eux et leur dire, pauvre de toi, t'as raison de pleurer, même moi, tu me tires les larmes. Ouais, donc c'est forcément. C'est de la pratique. Ouais, c'est de la pratique. C'est de la pratique, et souvent on me dit, c'est quoi la bonne école de coaching? C'est la phrase que j'entends tout le temps. Où est-ce qu'il faut que j'aille? C'est pas vraiment l'école, je trouve, qui va faire le bon coach. Enfin, peut-être je me trompe, hein. C'est ma vision des choses. Parce que, encore une fois, elles vont enseigner toutes les méthodologies, elles sont les mêmes. Après, c'est l'enseignant dans cette école, effectivement, c'est encore le lien, une histoire de relationnel. C'est, voilà, si ça reste trop académique, on n'est pas du tout dans le coaching, quoi. Ok. Donc, ouais, pour moi, la vraie pratique, les vraies études, c'est à la sortie de l'école. Et quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à des personnes qui ont envie de se lancer dans le coaching? Voilà, c'est une question assez compliquée, parce que c'est quelque chose d'assez personnel quand même. Mm. Le coaching, c'est un choix de vie, c'est-à-dire que c'est aimer transmettre, c'est de la transmission, c'est de l'empathie, c'est un métier d'aide, d'accompagnement. Donc il faut déjà avoir un peu ces choses en soi, d'avoir envie d'aider les autres. Je ne dis pas qu'il faut être infirmier ou infirmière de vie, mais avoir envie de faire avancer. Il faut aimer les gens, j'ai envie de dire. Il faut aimer le monde. C'est pas un métier qu'on fait pour soi, en fait. Bon, par ricochet, évidemment, moi ça me remplit quand je vois quelqu'un qui part d'une session ou de plusieurs sessions
avec plein d'étoiles dans les yeux et qui va bien, c'est gratifiant, c'est le meilleur appraisal du monde pour moi. Mais faut pas oublier, c'est pas quelque chose qu'on fait pour soi. On fait quelque chose qui part pour simplifier Ok. la vie des gens. Anne, tu parlais tout à l'heure de transition professionnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion ou qui cherchent à justement rentrer dans une transition professionnelle. Pour toi, en tant que coach, c'est quoi les bons conseils que tu as à donner pour réussir sa transition professionnelle? Tout part d'un rêve, de transformer ce rêve en projet, donc en quelque chose de concret. Parce que j'ai constaté que j'entends beaucoup de gens qui disent oh, j'en peux plus, j'aimerais bouger, j'aimerais. Ce verbe j'aimerais, je peux plus l'entendre. Voilà, parce que c'est vraiment tout l'intérêt du coaching. C'est-à-dire c'est je vais, c'est Ok. pas j'aimerais. Donc c'est le passage à l'action, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, qui fait peur. Mais une fois dedans, on est porté par une dynamique. Donc c'est aller un peu farfouiller sur Internet, rencontrer des personnes qui sont peut-être déjà dans la profession ou dans l'entreprise où on veut aller, ne pas avoir peur de leur demander de prendre un café avec eux. Souvent les gens, ils sont ravis de parler de leur travail ou d'aider les autres. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis si la personne dit j'ai pas le temps, c'est pas très grave. Voilà, poser en amont des petites actions qui font que à un moment, bah, t'es dedans. Un matin, tu te réveilles, ok, t'as rencontré des gens, ok, t'as été sur Internet, ok, t'as vu, t'as regardé les écoles, les formations, si formations tu dois avoir. Parce que moi, quand je les accompagne en transition, je leur demande de me ramener des preuves. Ok. Des preuves, c'est-à-dire d'imprimer qu'ils ont bien été, se renseigner sur les écoles, le prix, savoir si c'est un rêve ou si c'est accessible. Ensuite, je leur pose la question, financièrement, combien de temps vous pouvez tenir? C'est très important, parce qu'on ne change pas comme ça de profession sans avoir un petit filet financier devant soi, un petit matelas, parce qu'on sait que pendant quelques mois, bah en gros, à part le chômage, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, c'est ça les conseils que je donnerais, c'est à la fois permettre le rêve, rêver grand, ne avoir peur de rien, mais d'avoir quand même ce côté très terre à terre Ouais. et Garder les pieds sur terre, les quoi. pieds sur terre pour pouvoir mener son projet jusqu'au Ok. bout. Donc effectivement, oui, le rôle d'un coach, c'est d'aider une personne à la fois à rêver grand et en même temps à garder les pieds sur C'est terre et à ça, passer à l'action, quoi. c'est ça. On va pas mettre en danger, par exemple, pareil, on vérifie l'écologie. C'est-à-dire qu'une des premières questions que je pose à la personne, est-ce que votre conjoint ou conjointe est d'accord avec ça? Parce que si quelqu'un veut changer de boulot, mais que dans la famille, tout le monde tire derrière, ça devient compliqué. Ok. Donc, j'appelle ça vérifier l'écologie de la personne. Est-ce que sa cellule familiale est aidante ou pas? Parce que ça change tout. Anne, on voit aujourd'hui pas mal de managers qui sont stressés, parfois en limite de burn-out. Oui. J'imagine que t'en reçois de temps en temps en coaching. Quels conseils ou comment t'accompagnes un manager qui est dans une situation soit de stress ou d'épuisement? Je le ramène un petit peu à des choses qui sont extrêmement basiques. Savoir prendre du temps pour soi, même en semaine. Donc ça peut choquer, mais c'est indispensable. Quand je dis du temps pour soi, c'est se mettre des faux rendez-vous 2-3 fois d'une heure sur son agenda, parce que souvent ils me montrent leur agenda. Hein. Ok. C'est tout rouge, tout vert, tout orange. Hein. C'est de l'art graphique leur agenda. Et je les comprends. Et en général, c'est les mêmes qui sont un quart d'heure en retard aux séances parce qu'ils montrent leur agenda, parce qu'avant c'était l'horreur, enfin, et qu'après c'est l'horreur. Donc du coup, ouf, on respire. Donc, vous mettez 1 heure de rien, de rien du tout. C'est-à-dire, et vous verrez, ça ne sera pas rien du tout. Vous allez commencer à remettre de l'ordre dans vos idées. Voilà, donc il y a ça. Il y a effectivement, ça permet aussi de gérer les priorités, parce que du coup, ça redescend un petit peu. Et on prend un peu plus de recul, on a moins le nez dans le mur pour toutes ces choses qui arrivent en même temps. Je conseille aussi aux personnes, les Parisiens, ou enfin peu importe, c'est pas forcément les Parisiens, mais les gens qui habitent pas trop loin de leur travail, mettons à 30 minutes, d'aller au travail à pied le matin et d'entrer à pied le soir, au lieu de prendre les transports en commun. Voilà. Et puis par exemple, le midi, au lieu de manger un sandwich derrière son ordinateur, aller faire un tour dans le parc d'à côté, s'il y a un parc, surtout au beau jour, ou aller manger son sandwich sur le banc dans un parc avec des petits oiseaux, faire une coupure, tout Ok. simplement. Donc des choses toutes simples. Mais
s'autoriser à ça. Parce que le problème, c'est l'autorisation. Les personnes se disent non, je peux pas faire ça, non, j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps. Donc en fait, le coach, il est aussi là pour donner des autorisations, c'est ça, pour C'est ça. encourager les gens à s'autoriser, à faire un break, à se poser, à prendre soin d'eux, à faire des choses très simples. Absolument. Anne, si on se place du côté des entreprises, Oui. quel conseil t'aurais à donner à une personne d'une équipe RH pour faire appel au coaching, ou dans quelle situation c'est intéressant de faire appel à du coaching en tant qu'entreprise? Pour une entreprise, il y a beaucoup de situations où le coaching est intéressant. Parce que dans toutes les entreprises, vous avez des cas particuliers. Vous avez des personnes un peu talentueuses, mais récalcitrantes, qui sont pas un petit peu ingérables, un peu incontrôlables. Okay. Donc là, c'est important parce que c'est à nous, coach, d'être un peu le go-between entre l'entreprise et la personne pour, encore une fois, peut-être leur parler un peu de politique. Leur expliquer que la politique, c'est pas forcément sale. C'est quoi la politique en entreprise? C'est l'art de la communication aussi. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont un petit peu bruts et qui disent « moi j'ai toujours été comme ça, c'est pas maintenant que je vais changer ». Sauf que, à un moment, quand on s'adresse à son N+2, voire +3, on va pas dire les choses de la même manière. Okay, donc et c'est une forme de langage politique. Donc pour toi, faire de la politique, c'est savoir adapter son langage. C'est ça. C'est savoir être un peu tactique. C'est ça. Okay. Parce qu'on entend beaucoup de gens dire qu'ils font pas de politique ou qu'ils aiment pas la politique. Et en même temps, plein de gens font de la politique. Et le mot politique en entreprise est devenu une espèce de gros mot. Oui, je sais. Alors moi, j'essaye justement de réhabiliter ce mot dans le côté plus honorable. Okay. Et pas le côté hypocrite. Oui, si je fais de la politique, je tire les pompes, je suis hypocrite, enfin tout ce qu'on entend. Donc c'est un peu être diplomate, c'est ça? C'est apprendre à être diplomate, c'est apprendre à bien communiquer. C'est ça, c'est de la diplomatie, c'est juste un peu du bon sens, mais ça se passe beaucoup sur la communication, effectivement. Okay. J'ai l'impression, tu parles de bon sens, mais j'ai l'impression que souvent le coaching, c'est basé sur du bon sens et c'est parfois rappeler quelques règles de bon sens à des clients. Tu as ce sentiment-là parfois? Oui, ça arrive, des choses qui, moi, me paraissent évidentes, ouais. qui ne sont pas forcément évidentes pour la personne qui est en face de moi. Mais du coup, je ne vais pas lui expliquer, parce que quand même, un coach ne parle pas trop. Enfin, il parle, mais il reformule. Donc, je vais faire en sorte, à travers les questions, la reformulation, de l'amener lui-même à l'évidence. Okay. C'est beaucoup plus fort si ça vient de lui que si ça vient de moi. Ok. Donc en gros, ton métier, c'est un peu d'aider des gens à retrouver quelques repères de bon sens dans des situations qui sont complexes ou des situations dans lesquelles ces personnes sont un peu dépassées par le stress, c'est ça? Entre autres, c'est pas que ça, mais effectivement, il y a une partie où on revient à l'essentiel, aux choses qui comptent. J'imagine en tant que coach, on a parfois des réussites. C'est quoi pour toi les plus grandes réussites que tu as vécues en tant que coach dans l'accompagnement de tes clients? Oui, donc c'est pas récent, ça date d'il y a 8-9 ans, je dirais. Mais ma première grande réussite, d'ailleurs j'en parle, ça m'a vraiment marqué, c'est une jeune femme qui travaillait dans une entreprise et qui parallèlement avait commencé l'écriture d'un livre et qui est venue me voir parce qu'elle était bloquée et elle n'arrivait pas à terminer ce livre. Et on a fait 5-6 sessions ensemble, un petit peu de PNL, de programmation neurolinguistique et de visualisation. Et elle a terminé ce livre très rapidement après, elle a été éditée, etc. Donc c'est vrai que personnellement, quand je vois ce livre en vitrine, j'ai l'impression de l'avoir co-signé quelque part. Donc oui, c'était une vraie satisfaction. Okay. Mais des satisfactions, j'en ai beaucoup. Okay. Et à nouveau, j'imagine que c'est vraiment centré sur le passage à l'action. Énormément. C'est aider les gens à passer à l'action et à se mettre en mouvement par rapport aux rêves qu'ils ont, c'est ça? Bien sûr, moi je dis souvent, un psy, c'est pourquoi, un coach, c'est comment. Okay. C'est-à-dire que le coach, quand quelqu'un vient me voir, j'annonce tout de suite la couleur. On va sauter des obstacles. On va faire du sport. Okay. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre actualité, c'est votre problématique, c'est votre objectif. Et on va l'atteindre en mettant en place des choses hyper concrètes. C'est très concret, le coaching.
Anne, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de devenir coach? Ah, ce qui m'a donné envie de devenir coach, en fait, ma trajectoire rapide a été longtemps dans l'audiovisuel, puis dans du corporate, dans une grosse boîte américaine. Et donc j'allais visiter des clients et d'un seul coup j'ai commencé à voir que ces clients me parlaient beaucoup. J'étais Ok. quelqu'un d'extérieur, j'étais, j'étais pas interne à la boîte et ils commençaient à me déverser tous leurs problèmes de travail. Et un jour je me suis dit, ok, eh bien je vais en faire mon métier. Ok. C'est vraiment mes clients qui m'ont poussé au coaching. C'est Ok. vraiment eux. Ok. Et du coup, tu t'es dit, finalement, je vais devenir coach, me former, faire une formation et m'installer, ouvrir mon cabinet. Oui, oui. Et alors, en plus, j'avais déjà une petite graine chez moi parce que je suis vraiment adepte de la programmation neurolinguistique, la PNL, donc la visualisation, que j'exerce sur moi depuis des années, bien avant ma formation de coach. Donc, en gros, tout ça a fait que, à un moment, pour moi, c'était comme une évidence. Anne, on parle aujourd'hui parfois des techniques de visualisation dans le coaching. Oui, Et notamment, il y a pas mal de jeunes coachs qui communiquent sur les réseaux sociaux sur justement toutes les techniques de visualisation. d'accord. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi les techniques de visualisation dans le coaching? Alors, ah là, c'est, moi je fonctionne beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, j'ai compris que ta cervelle répond à tes besoins, mais souvent on n'ose pas rêver grand, on s'autorise pas, donc la cervelle est très obéissante. Elle va faire petit comme tu le veux, et elle va rêver petit comme tu le souhaites. Donc les techniques de visualisation, c'est s'autoriser, encore une fois, à... Je rentre par exemple dans un nouveau boulot. Ah, si je gagne 3000 balles, qu'est-ce que je serais heureux. Pourquoi pas mettre 10 000? Qu'est-ce qui te... C'est juste toi. Et alors les gens me disent, oui, mais si j'ai pas ça, je serais déçu. Mais on parle pas de ça. La technique de visualisation, c'est visualiser son objectif, ressentir le plaisir d'y être. C'est côté cognitif, donc j'y suis, je suis heureuse. C'est Beyoncé avec sa bouteille de coca devant ses parents qui se voyaient sur scène. C'est Nelson Mandela qui en prison disait « Je serai un jour président de l'Afrique du Sud ». Donc ces gens-là, ils ont... D'ailleurs quand on parle avec des gens autour de nous qui ont des carrières, souvent on se rend compte qu'ils ont cette faculté de visualiser de manière très naturelle. Ok. C'est une qualité que tu observes chez les entrepreneurs? Oui. Oui, chez les entrepreneurs, c'est une qualité assez commune à tous. Ils ont une vision, ils ont une vraie envie, ils ont un vrai rêve et ils sont à un côté aussi très pragmatique, hein. C'est-à-dire que ça reste pas au niveau du rêve. C'est... Ils sont confiants, Ok, donc c'est à la fois rêver grand et avoir les pieds sur terre. c'est ça. Mais rêver grand, c'est très important parce que ça paraît idiot, mais c'est très dur de rêver grand. Et comment on apprend à rêver grand du coup? Alors, je dirais qu'on fait du comme si au début, parce que c'est pas naturel chez nous. On Ouais. fait comme si. Ça veut dire Comme quoi? si on rêvait grand. D'accord. Comme si d'un seul coup j'étais la coach qui avait un carnet de rendez-vous tout noirci. Enfin voilà, je rigole, Ok. mais Oui, donc toi, tu as fait ça à un moment, tu t'es imaginé ah comme une oui, coach hyper successful avec ouais, un carnet de rendez-vous ah rempli. tout à fait. Et ça a marché. Même avant mes études de coaching, Ok, et ça a fonctionné. ok. Et pour ancrer ça, j'avais acheté un gros fauteuil rouge en velours, Ouais. sauf que j'avais oublié que quand on coach, on est deux. T'avais pris qu'un fauteuil, J'ai c'est ça? pris qu'un fauteuil. D'accord, Et donc 2 ans après, il a fallu que je rachète un deuxième fauteuil j'imagine. Ouais. que je trouvais plus de la même couleur. Ok, Mais ce fauteuil rouge que j'avais mis chez moi était ce qu'on appelle un ancrage. ok. C'est-à-dire, j'étais dedans, je me voyais dedans, je me voyais coacher. Et là, du coup, la cervelle voit, entend et quelque part répond. Anne, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Oui, donc il y a un bouquin de Jean d'Ormesson qui s'appelle L'histoire de Juif errant. Donc c'est l'histoire d'un homme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est condamné à l'immortalité et condamné à marcher, Ok, donc indéfiniment. Et donc l'histoire commence il y a à peu près 2000 ans et il traverse toutes ces époques. Et donc au début c'est
pas facile, parce qu'il est cordonnier au départ, et il se retrouve protagoniste de, évidemment c'est romancé, hein, de toutes les gros événements qui se sont passés dans notre histoire. Et donc pour moi, ça fait vraiment référence à cette quête du sens qu'on peut avoir. Voilà, enfin, Ok. c'est un bouquin que je conseille, Ok, donc l'histoire du qui est juif errant de Jean d'Ormesson. voilà, qui est un beau voyage. Anne, merci beaucoup. Merci à toi. Un dernier message peut-être? Un dernier message, rêvez grand Et garder les pieds sur terre. et gardez les pieds sur terre. Ok. Exactement. Bah écoute, j'espère que cette interview aura donné envie aux gens de se faire coacher au bon moment de leur carrière Oui, et surtout de rêver grand et de garder les pieds sur terre. absolument. Merci beaucoup Anne. Merci Arnaud.